Bonjour, c'est Alain, l'associé de Richard. Avec la récente vague d'augmentation des prix qui menace clairement de durer aux États-Unis et ailleurs, comme vous pouvez le voir avec l'exemple du prix de l'acier qui s'affiche à l'écran, la Banque centrale américaine, la Fed, devrait accélérer sa politique de tapering, c'est-à-dire la réduction de ses achats d'actifs. Cette accélération du tapering ouvre grand la porte à un relèvement des taux directeurs qui conditionne directement les taux d'intérêt de l'argent qui pourraient se produire beaucoup plus tôt que prévu. Rappelons ici que le FMI, le Fonds monétaire international, a lancé un appel solennel début décembre par la voix de sa directrice générale Kristalina Georgieva qui redoute, je cite, un effondrement économique possible dans certains pays à moins que les créanciers du G20 n'acceptent d'accélérer les restructurations de la dette et de suspendre la dette pendant les négociations. Fin de citation. L'économiste en chef du FMI, Gita Gopinath, et Tobias Adrian, le directeur du département des marchés monétaires du même Fonds monétaire international, pensent, je cite, « L'inflation est susceptible d'être plus élevée et de durer plus longtemps qu'on ne le pensait, en particulier dans les économies qui se sont remises plus rapidement de la pandémie comme les États-Unis. » Fin de citation. Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré plus tôt cette semaine qu'il préconisait de mettre fin à l'achat d'actifs plus rapidement. En d'autres termes, l'institution pourrait relever ses taux avant la fin du premier semestre de l'année prochaine. Ces déclarations ont conduit les marchés obligataires à émettre des signaux d'alarme sur les perspectives de croissance de l'économie mondiale au moment même où les banques centrales se préparent à lutter contre l'inflation galopante en augmentant les taux d'intérêt. L'écart entre les taux d'emprunt public à long terme et à court terme dans les grandes économies développées s'est considérablement réduit depuis la mi-octobre. Pour certains investisseurs, ce que l'on appelle l'aplatissement de la courbe des taux est un signe de mauvais augure en ce qui concerne la durée du rebond économique qui a suivi la pandémie de Covid-19. Une courbe qui s'aplatit rapidement correspond à la fin du rebond. À ce sujet, on peut citer Mike Riddle, gestionnaire de portefeuille obligataire chez Allianz Global Investors. Je cite, « Ce que le marché vous dit, c'est que le cycle économique sera probablement beaucoup plus court que les précédents. On ne voit normalement pas ce genre d'aplatissement si tôt dans la reprise. » Fin de citation. Mais au fond, qu'est-ce qu'une courbe de rendement ? Si les investisseurs ne disposent pas d'une boule de cristal, la courbe de rendement est ce qui s'en rapproche le plus. La courbe des rendements illustre les taux d'intérêt que les acheteurs de dette publique exigent pour prêter leur argent sur différentes périodes, que ce soit au jour le jour, à 1 mois, à 10 ans ou même à 100 ans. Sur la courbe qui s'affiche, qui nous vient du Financial Times, on voit bien que plus le futur est lointain, et par conséquent les risques associés plus nombreux, et plus le rendement est élevé. Le futur étant moins certain que le présent, et le futur lointain moins certain que le futur proche, on rémunère l'importance du risque que vous acceptez de prendre en prêtant votre argent. À risque élevé, rémunération élevée également. Comme l'a déclaré Richard McGear, les gens s'enthousiasment pour la courbe des taux car historiquement, elle a été un bon prédicteur du début de la récession. Il y a 2 explications possibles à ce pouvoir prédictif, nous explique M. McGear, stratège en matière de titres à revenus fixes chez Rabobank. La première est que la sagesse collective des investisseurs est l'équivalent du canari dans la mine, une sorte de système d'alerte avancé, identifiant les dangers imminents que les prévisionnistes individuels ont du mal à repérer. L'autre explication est que les variations de la courbe des taux jouent un rôle actif dans le déclenchement des ralentissements en sapant la confiance que les acteurs économiques ont dans l'économie. En période d'expansion économique et de politique monétaire très accommodante, où les gouvernements utilisent des taux d'intérêt bas pour encourager les dépenses et stimuler l'activité économique, la courbe des rendements s'accentue. C'est ce qui s'est produit après la crise financière de 2008-2009 et un peu plus tôt cette année, après la récession pandémique. Comme on peut le voir sur le graphique qui s'affiche, la courbe des rendements s'accentue lorsque les investisseurs anticipent une période de croissance, comme la période de reprise économique qui a suivi la crise financière. On voit que les anticipations de croissance sont supérieures avant la crise des subprimes et déclinent au fur et à mesure que l'on avance dans la gestion de la crise. Mais alors, que s'est-il passé sur la courbe des taux tout récemment ? En 2019, la courbe des taux américains s'est inversée, comme on le voit sur le graphique qui s'affiche, et qui vous montre l'écart entre le taux d'intérêt long des obligations américaines à 10 ans, qu'on a tendance à appeler le 10 ans américain, et le taux d'intérêt court des obligations américaines, le 2 ans américain.
On voit bien que l'écart entre le 10 ans et le 2 ans tombe à zéro pendant l'été 2019. Les investisseurs estiment que le futur à 10 ans n'est pas plus risqué que le futur à 2 ans, ce qui est une aberration logique. Il s'est avéré qu'une récession a suivi lorsque l'épidémie de Covid a provoqué l'arrêt d'énormes pans de l'économie mondiale. En regardant la courbe qui s'affiche, on peut penser que les investisseurs s'attendaient déjà à un ralentissement économique avant l'arrivée de la pandémie quand on regarde l'évolution de la courbe des taux. Au début de l'année 2021, la courbe des rendements s'est fortement pontifiée, comme vous pouvez le voir sur le graphique, car les investisseurs se sont positionnés en faveur d'une poussée de la croissance et de l'inflation lors des réouvertures des économies après la pandémie. Mais depuis, la courbe a adopté une certaine volatilité. D'abord, à la fin du printemps, les rendements obligataires à plus long terme ont chuté, les investisseurs se ralliant à l'idée que la croissance à long terme pourrait ralentir plus tôt que prévu, ce qui entraînerait un resserrement monétaire moins conséquent de la part des banques centrales. Qui dit resserrement monétaire moins important comprend un soutien de l'économie prolongé de la part des banques centrales. Dans le même temps, les marchés ont largement accepté le mantra de la Fed selon laquelle l'inflation serait essentiellement de nature transitoire. La courbe a recommencé à se pontifier à la fin de l'été, les marchés anticipant l'annonce par la Banque centrale américaine d'une réduction de ses achats mensuels de 120 milliards de dollars d'obligations, principalement d'obligations à long terme. Fin septembre, une autre vague d'aplatissement a été provoquée par la persistance d'une inflation élevée qui a surpris de nombreux investisseurs. En réaction, les marchés ont commencé à parier que la Fed devra relever les taux plus rapidement à court terme, ce qui a poussé les rendements à court terme à la hausse. Dans le même temps, les rendements obligataires à plus long terme ont chuté, notamment après que l'émergence du variant Omicron a jeté une ombre sur la reprise économique. L'écart entre les rendements américains à 10 ans et à 2 ans s'est resserré début décembre pour atteindre son point le plus étroit depuis environ 1 an, avant que les investisseurs ne commencent à tabler sur un rebond vigoureux de l'économie. À ce moment de la vidéo, on peut se poser la question de savoir si remonter les taux d'intérêt permettra de combattre l'inflation. De mon point de vue, très inspiré de celui de Charles Gave et Richard Détente, la réponse est non. Pourquoi ? Parce que si on monte les taux d'intérêt, les finances des États-Unis et de bon nombre de pays européens vont s'écrouler sous le poids des intérêts de la dette. Ces pays devront faire défaut d'une façon ou d'une autre, soit en remboursant leurs emprunts en fausse monnaie, c'est-à-dire des euros ou des dollars n'ayant plus ou peu de valeur, ce qu'on appelle communément de la monnaie de singe, soit en annonçant une destruction officielle de l'épargne des ménages, soit par un autre mécanisme qui reviendra dans tous les cas à appauvrir les habitants du pays. Comme le raconte le médiatique Michael Saylor, le patron de la société MicroStrategy, je cite « J'avais $1 million dans une banque vénézuélienne. Une nuit, sans me prévenir, ils ont converti mes dollars en bolivars vénézuéliens. La même nuit, le bolivar était dévalué de 90%. La veille, j'avais $1 million. Le matin suivant, il ne me restait plus que 100 000 équivalents dollars en bolivars. Et ce ne sont pas seulement les particuliers qui seraient lésés si on remontait les taux. La moitié des entreprises privées européennes ne survivent que par la magie des taux d'intérêt peu élevés et des aides gouvernementales et régionales aux entreprises. Aux USA, l'indice Russell 3000, c'est-à-dire l'indice boursier qui se veut la référence de l'ensemble du marché boursier américain, comptait, d'après les données de Bloomberg, au plus fort de la pandémie, 772 entreprises zombies cotées en bourse, un chiffre qui a légèrement baissé depuis, passant à 621. On reste quand même entre 20 et 25% des sociétés américaines cotées en bourse. Une remontée des taux d'intérêt pourrait se solder par un cataclysme économique. Mais alors, que peut-il arriver ? Première possibilité, les USA et l'Union européenne continuent d'imprimer massivement de la masse monétaire. On pourra se rendre compte du décrochage de valeur de nos monnaies en suivant le taux de change de pays dont les monnaies sont bien gérées, comme par exemple la couronne suédoise, le yen japonais et même, si c'est un sujet plus polémique, le yuan chinois. La chute de la valeur de la monnaie va aussi devenir visible en comparaison avec le prix de l'or et de biens tangibles comme l'immobilier. L'or, depuis la nuit des temps, voit son prix monter en relation proportionnelle de la destruction de valeur de la monnaie qui l'achète. Une coupe de cheveux ou un bon repas vaut le même prix en or aujourd'hui que du temps de Marc Aurèle ou de Pharaon. Si le prix de l'or monte, dites-vous plutôt que c'est votre monnaie qui baisse. L'or conserve donc une place stratégique dans un portefeuille financier même s'il n'offre pas de dividendes ou de rendement, c'est la valeur refuge par excellence.
Pour ce qui est du sujet de l'investissement immobilier, la question n'est pas simple car l'immobilier ne se met pas dans les bagages quand on quitte un pays en ruine. En achetant un bien immobilier, vous vous livrez pieds et poings liés aux organisations fiscales des États. Que ce soit via l'impôt, sur une éventuelle plus-value ou sur les revenus locatifs, vous êtes piégé. Qui se souvient de la dernière fois qu'on a évoqué la taxe sur les loyers imputés ou loyers fictifs ? Vous savez, cette arlésienne qui revient avec une grande régularité dans le débat public et qui prévoit de taxer le service de location que se rendent à eux-mêmes les propriétaires de leur logement. Cette inégalité criante de notre République, le fait que le propriétaire ne paie pas de loyer, vous vous souvenez de cette histoire ? Sur ce, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao !